Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Choseville à l'antenne. Heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire Panorama Info. Mercredi 16 février, peu après 20 h, alors qu'il faisait déjà nuit noire, un jeune homme de 31 ans tenta de traverser la voie ferrée lorsqu'il fut percuté par le tramway à Bobigny, dans le département de Seine-Saint-Denis. Victime d'un arrêt cardio-respiratoire et d'un traumatisme crânien, il décéda peu après minuit à l'hôpital de cette ville de Bobigny. Vers minuit, l'hôpital appela la famille de la victime, au téléphone. C'est le père qui décrocha. Il s'entendit dire, presque dans une seule et même phrase, que son fils était hospitalisé dans un état très grave, puis qu'il était mort. Les parents, très choqués, se rendirent aussitôt à l'hôpital, où ils eurent à identifier le corps. Gérald Cohen, le père, trouva malgré tout la force intérieure nécessaire pour poser les mains sur la tête de son fils et réciter le Shema Israël, écoute Israël, la prière qui est considérée comme la profession de foi et l'une des plus importantes prières du judaïsme. Une prière qui enjoint à aimer Dieu, le Dieu un, de tout son cœur, de tout son esprit et de tout son surcroît. Dès le lendemain, les parents se rendirent au commissariat de police afin de porter plainte et de tenter d'en savoir plus sur les circonstances de l'accident qui avait coûté la vie à Jérémy, leur fils. Pour la police, il s'agissait d'un accident de la circulation, le jeune homme ayant tenté de traverser la voie en dehors d'un passage protégé. Ce fut également l'opinion du service de sécurité de la RATP. C'est cette version qui fut ensuite reprise par les médias locaux. C'est ainsi que le conducteur de la rame fut longuement entendu et qu'il eut à subir de nombreux tests obligatoires en de telles circonstances. La vitesse de la rame juste avant le choc, ainsi que le temps mis à enclencher le freinage, ont également été vérifiés. L'employé de la RATP fut rapidement mis totalement hors de cause. La famille ayant malgré tout des doutes, les deux frères de la victime prirent l'initiative, à l'insu de leurs parents, de lancer un appel à témoins en distribuant des tracts sur les lieux du drame. Des témoins répondirent à l'appel et une vidéo montrant une partie du drame finit par surgir. Elle a d'ailleurs été abondamment partagée sur les réseaux sociaux. Cette vidéo que j'ai pu visionner a, semble-t-il, été faite à l'aide d'un téléphone depuis une fenêtre ou un balcon situé juste en face des lieux du drame. On y voit un passant être pris à partie, bousculé et tabassé par une bande d'individus qui stationnaient devant l'entrée d'un immeuble. La victime chute, continue d'être frappée, puis elle parvient à se relever, à traverser la rue au milieu de la circulation avant de se faire violemment percuter par le tramway qui arrivait à ce moment-là. C'est la famille Cohen qui apporta les éléments recueillis, ainsi que la vidéo, à la police, dès la fin du mois de février. Selon une source policière, la vidéo, confirmant l'hypothèse d'une altercation entre la victime et plusieurs individus, n'a été reçue que le 10 mars par les enquêteurs. Une enquête pour violence volontaire en réunion finit par être ouverte fin mars, a indiqué le procureur de Bobigny ce lundi 4 avril. Avant cela, une première enquête pour homicide involontaire
avait été ouverte pour déterminer les circonstances du décès. L'hypothèse que la victime ait traversé les voies du tramway pour échapper à ses agresseurs était naturellement prise en compte, a souligné Éric Matet dans un communiqué de presse publié lundi. Maître Éric Serfati, l'avocat de la famille, a précisé que 15 à 16 jeunes auraient entouré la victime, puis auraient été rejoints par un autre individu plus véhément, qui assène, je cite l'avocat, qui assène toute une série de coups d'une violence extrême. Jérémy Cohen arrive à s'échapper, court pour fuir à ses agresseurs et percute une rame de tramway. Fin de citation. Selon la famille du défunt, Jérémy Cohen souffrait d'un léger handicap, non visible. Il était lent, a décrit son père Gérald, assurant qu'il avait déjà été pris pour cible à cause de son handicap. « Je n'ai pas su le protéger », a-t-il regretté, ému. La famille Cohen ne vient pas crier à l'antisémitisme, a-t-il ajouté. Ce serait dénaturer les faits et préjuger. Mais il ne faut pas exclure, alors qu'il est, l'élément aggravant d'antisémitisme. Pour l'instant, ce motif n'est pas retenu, mais je ne l'exclus pas, loin s'en faut, a-t-il déclaré lors d'une émission télévisée le lundi 4 avril. Dans le sac plastique contenant les effets du jeune homme, remis à la famille par l'hôpital, la nuit du drame, se trouvait sa calotte juive blanche. La question qui vient immédiatement à l'esprit est la suivante. Jérémy portait-il sa kippa ou l'avait-il dans l'une de ses poches? Il s'agit là d'un élément déterminant pour la suite de la procédure. En effet, le fait de porter sa calotte blanche ce soir-là pourrait être ce qui a déclenché l'altercation puis l'agression fatale. Les assaillants auraient ainsi pu l'identifier comme juif. Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, Francis Khalifa, a souhaité que toutes les pistes soient explorées, exprimant sa plus vive émotion et son entière solidarité avec la famille. Le fait est que la police a commencé par écarter l'hypothèse d'une agression ayant conduit à l'accident avec le tramway. Il a fallu que les membres de la famille eux-mêmes mènent l'enquête pour faire évoluer le cours de cette enquête. Et surtout, il aura fallu que le père de la victime prenne l'initiative de contacter l'un des candidats à l'élection présidentielle pour que cette affaire finisse par éclater au grand jour. Le dit candidat l'a en effet ensuite révélé lors d'une prestation télévisée à 1 heure de grande écoute le soir du lundi 4 mars. C'est cela qui a provoqué la suite des événements. D'abord, la publication d'un communiqué du procureur de la République le lundi 4 avril confirmant qu'une enquête pour violence volontaire en réunion venait d'être ouverte. Ensuite, même l'Élysée se décida à réagir en appelant la famille le même jour. Pourquoi aura-t-il fallu attendre 1 mois et demi avant de telles réactions? Y a-t-il eu une volonté délibérée d'étouffer ou de minimiser cette affaire? Ce sont là des questions auxquelles quelqu'un devra bien finir par répondre. Je voudrais aussi souligner un autre aspect, peut-être encore plus inquiétant, dans cette triste affaire. La vidéo met en évidence que personne n'est intervenu pour s'interposer, alors que des coups de poing et des coups de pied étaient assénés à Jérémy Cohen à terre. Il y avait pourtant des passants et des automobilistes que l'on entend klaxonner lors de cette agression. Il y avait aussi du monde aux fenêtres et aux balcons, comme en atteste la vidéo. Ces gens se sont contentés de regarder la scène et de la filmer
en s'exclamant. C'est une passagère de la rame qui a pris l'initiative d'utiliser son téléphone portable pour appeler les secours, alors que le drame avait déjà eu lieu. C'est cet aspect-là qui est glaçant, car il dépeint à la perfection l'état de la société actuelle, fait d'individualisme et d'égoïsme, de peur et de lâcheté. Sur les ondes de cette radio, j'ai souvent évoqué d'autres agressions, d'autres meurtres, que l'on a cherché à étouffer, ou tout du moins à minimiser, en commençant par nier leur caractère antisémite, ou en mettant en avant la santé mentale des agresseurs. Je citerai en particulier les ignobles assassinats de dames âgées, toutes deux de confession juive, Sarah Halimi en 2017, puis Mireille Knoll en 2018. Dans les deux cas, tout a été fait pour que le caractère aggravant d'antisémitisme ne soit pas reconnu, avant qu'il ne finisse par l'être après une longue et forte mobilisation au sein de la communauté juive et bien au-delà. Avant ces deux affaires, il y avait bien sûr eu l'enlèvement, les tortures et l'assassinat du jeune Ilan Halimi en 2006, et aussi la prise d'otage à l'hypercacher de la porte de Vincennes en 2015, qui coûta la vie à 3 clients et à un employé, tous juifs. On pourrait aussi remonter à 2012 et l'assassinat de sang-froid de 3 enfants juifs et d'un enseignant à l'école Ozar Torah de Toulouse, il y a tout juste 10 ans. Jérémy Cohen a-t-il été la victime d'une nouvelle agression antisémite le 16 février dernier? L'avenir proche le dira, mais il faut tout faire pour que, une fois l'élection présidentielle passée, cette nouvelle affaire ne soit pas oubliée. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Quelques jours avant d'apprendre cette lamentable affaire, j'avais regardé sur la 5, à la télévision, un documentaire intitulé « La fabrique du mensonge », dont le thème était le nouvel antisémitisme. À ma grande surprise, il n'a pas été fait mention des cas que je viens d'évoquer. L'émission était en effet centrée sur un prétendu retour de l'antisémitisme d'extrême droite, incarné et popularisé sur les réseaux sociaux par des individus tels que l'essayiste national-socialiste Alain Soral ou le triste clown Dieudonné, et par quelques autres agitateurs marginaux et moins connus du grand public. Les propos de ces individus entendus dans le cadre de ce documentaire étaient abjects. On ne peut pas nier que cet antisémitisme français existe, et surtout qu'il a toujours existé, depuis les pogroms du Moyen-Âge jusqu'à l'antijudaïsme politique de la fin du XIXe siècle et aux lois racistes et discriminatoires de l'État français de 1940, et bien sûr aux rafles et aux déportations vers les camps d'extermination qui s'ensuivirent. La libération et l'après-guerre n'ont pas mis fin à cet antisémitisme-là. La bête immonde n'est pas morte. Et l'une de ses multiples têtes ressurgit de temps à autre sous la forme de négation de la Shoah, de pamphlets ignobles ou de hurlements abjects lors de manifestations. Et surtout, comme le documentaire de la 5 a su le montrer, cette bête immonde connaît une nouvelle vie grâce aux réseaux sociaux, avec ces internautes qui, bien cachés derrière leur pseudonyme et leur clavier d'ordinateur, peuvent déverser sans retenue toute leur haine du juif, n'hésitant pas pour cela à faire ressortir des mythes tout droit sortis du Moyen-Âge ou à mettre en avant, pour appuyer leur délire, les protocoles des sages de Sion, ce célèbre faux antisémite fabriqué de toutes pièces par la police secrète russe à la fin du XIXe siècle. Aussi ignoble soit-il, ce n'est pas cet antisémitisme-là, malgré toute son horreur, malgré toute sa violence verbale et écrite,
qui a enlevé, torturé et assassiné Ilan Halimi, qui a tué les enfants et le professeur de l'école de Toulouse, qui a coûté la vie aux 4 hommes de l'Hypercacher, qui a torturé et défenestré Sarah Halimi, qui a poignardé à mort Mireille Knoll. Ce nouvel antisémitisme ultra-violent n'a rien à voir avec le vieil antisémitisme d'extrême droite. Il a été importé en France depuis quelques décennies. Il s'agit, n'hésitons pas à le dire, de l'anti-judaïsme islamique venu d'outre-Méditerranée. Cet anti-judaïsme, héritier de traditions, de croyances et de préjugés multiséculaires, s'est développé en France et ailleurs grâce à la montée de l'islamisme radical et à l'exploitation sans vergogne du conflit israélo-arabe. C'est ce même terrorisme islamiste qui s'en est également pris à des cibles non juives, telles que des militaires à Montauban, des dizaines d'amateurs de musique rock au Bataclan et de clients assis à des terrasses parisiennes, à des promeneurs sur la promenade des Anglais à Nice, au père Jacques Hamel dans son église normande, au professeur d'histoire Samuel Paty à la sortie de son collège des Yvelines, aux fidèles catholiques dans une basilique niçoise, ou encore, très récemment, à Yvan Colonne dans sa prison d'Arles. Je crains, hélas, que Jérémy Cohen ne soit une nouvelle victime de cette mouvance composée principalement de délinquants ultra-violents et, surtout, ignares. Non, je ne cherche pas à relativiser l'antisémitisme d'extrême droite, celui-là même qui fit des millions de victimes juives voici 8 décennies. Je tiens seulement à rappeler que des juifs sont agressés et tués de nos jours parce qu'ils sont juifs, que certaines banlieues et quartiers de grandes villes se sont vidés en quelques années de leur population juive, contraintes d'aller vivre ailleurs, que ce soit dans des régions françaises plus accueillantes ou, souvent, en Israël. Est-il admissible que des citoyens français soient obligés de quitter les villes où ils ont grandi, vécu et travaillé, où leurs parents et grands-parents ont eux aussi vécu? C'est pourtant cela qui est en train de se passer et que nos grands médias évoquent rarement par peur d'être taxés d'islamophobie ou de tendance fascisante. Dans l'attente du résultat de l'enquête en cours, je tiens à adresser, sans doute en votre nom, chers auditeurs, toute ma compassion et tout mon soutien à la famille de Jérémy Cohen, mort seul à Bobigny par une froide nuit d'hiver le 16 février dernier. Je vous remercie pour votre attention, chers amis, et je vous dis à la semaine prochaine.